911 with your brain. Une découverte sinistre. You didn't look alive. I'm sorry, I'm completely shaken up. C'était horrible et troublant. Deux mystères à élucider. Qui est le coupable et qui est la victime? On savait dès le départ que ce serait extrêmement difficile. Une terrifiante série d'images de vidéosurveillance J'espérais qu'elle avait capté l'incident. pourrait révéler la vérité C'était probablement notre preuve la plus solide. afin de coincer un meurtrier cruel avant qu'il frappe de nouveau. On savait que c'était un dangereux individu. Il fallait le trouver dès que possible. With your brain. I left a friend's house, and there's what appears to be a body at the end of his driveway. It looks like it maybe was ran over. I don't know. It wasn't there when I went to his house. I don't know the exact address, but the street. I'm sorry, I'm completely shaken up. I mean, it didn't look alive. Off of Forbes Canyon Road. Les policiers du comté de Pierce se précipitent sur les lieux. J'analysais ce qu'on m'avait dit et j'essayais d'élaborer un plan. Ce n'était pas une artère principale. C'était un coin isolé, dans un secteur rural, peu peuplé. Je me suis approché du corps. Ça semblait être une femme afro-américaine à la peau pâle. Ses vêtements semblaient avoir brûlé et fondu quand on avait mis le feu au corps. Le visage de la victime était couvert d'un tissu matelassé. On pouvait difficilement l'identifier. Je voyais des lésions au cou. Il semblait y avoir des plaies par arme blanche sur le côté gauche du cou et également un traumatisme contondant à la tête. La victime ne portait aucune pièce d'identité, pas de portefeuille, de téléphone cellulaire ou de permis de conduire. C'est très important d'identifier la victime le plus rapidement possible parce que généralement, les victimes connaissent leur agresseur. L'un de nos premiers gestes a été de tenter de trouver une correspondance entre le corps qu'on voyait et toute personne portée disparue. On savait dès le départ que ce serait extrêmement difficile, puisqu'on ignorait qui était la victime. Le feu semblait avoir été allumé intentionnellement afin de faire disparaître le corps. J'avais l'impression qu'on avait utilisé un accélérant et que les flammes n'avaient consumé que l'accélérant. Le corps n'avait donc pas brûlé, seulement les vêtements. On cherchait des objets qui pouvaient avoir été éparpillés au bord de la route. Il y avait un briquet jetable vert translucide, brisé par terre. Je m'y suis attardé puisqu'il semblait que le corps avait été brûlé avec un accélérant. Si le suspect avait utilisé ce briquet, il était possible qu'on y trouve son ADN. La dame qui avait appelé le 911 m'a dit qu'elle était allée chez son amie. En arrivant, elle n'avait rien remarqué d'inhabituel. Elle était repartie environ 2 heures plus tard. En s'approchant de l'intersection, elle avait cru apercevoir un arbre. Elle avait allumé les feux de route pour mieux voir. Elle avait vu ce qui ressemblait à un bras.
Craignant de s'approcher, elle était rentrée chez elle, puis était revenue avec son petit ami. Ils ont tous les deux confirmé que c'était un corps. On croyait bien, après lui avoir parlé, que le corps avait été abandonné entre 1h et 3h30 du matin. C'était étrange qu'on ait jeté le corps au milieu de la route. Habituellement, les gens tentent de cacher le corps. Ce n'était pas le cas. Ça me portait à croire que le meurtrier était pressé. Il se fichait du lieu. L'important, c'était de s'en débarrasser. Les policiers font immédiatement le tour du quartier. On a frappé aux portes. On voulait parler à tous ceux qui pouvaient avoir de l'information et qui pouvaient nous aider. Je demandais aux gens s'ils avaient vu quelque chose d'inhabituel qui différait des activités normales du quartier. Je demandais s'ils avaient vu des étrangers. C'était un petit quartier. On a frappé à toutes les portes du secteur. Certains des policiers qui travaillaient dans le secteur connaissaient une maison de squatteurs. Il n'était pas inhabituel que des voitures arrivent ou partent à toute heure de la nuit. On ignorait si cette maison pouvait être liée au corps. Tous les squatteurs nous ont donné leur emploi du temps. On n'avait aucune raison de croire qu'ils étaient impliqués. Quand on fouille un quartier, on cherche principalement des caméras qui auraient pu capter quelque chose. Un des enquêteurs est venu me voir pour me dire qu'il avait vu une caméra de vidéosurveillance sur le coin d'une maison qui était également au coin de l'intersection. Cette caméra pointait vers la rue, là où on avait découvert le corps. On espérait vraiment qu'elle nous donnerait un indice. Les enquêteurs téléchargent les images et les rapportent au poste pour les visionner. On pouvait peut-être voir un véhicule, ou peut-être même voir la victime vivante, ou encore le suspect. Ça nous permettrait alors de comprendre ce qui était arrivé. Grâce à l'appel au 911, on avait une fenêtre de temps. On espérait vraiment voir qui avait abandonné le corps. Ce qui m'inquiétait, c'était que la vue sur la vidéo était partiellement obstruée par le toit d'un abri d'auto et par des arbres et leurs feuilles. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était tout ce qu'on avait à ce moment-là. Aucun lampadaire n'éclairait ce secteur. Il semblait que l'infrarouge était la seule source de lumière de cette caméra de vidéosurveillance. Stop it there. Play that again. Vers 1h21, on a vu des phares s'approcher. Ça semblait être une camionnette qui accélérait vers la route où on avait trouvé la victime. On voyait seulement qu'elle était de couleur foncée. Les images n'étaient pas d'une assez grande qualité pour qu'on puisse lire la plaque d'immatriculation. Let it play. Une petite berline foncée est arrivée ensuite et a tourné à l'intersection où on a trouvé le corps. Elle a semblé s'arrêter là où on a trouvé le corps. C'était dans la fenêtre établie par l'appel au 911. On a vu des phares revenir vers l'intersection et vers l'endroit où la berline s'était garée. À ce moment, on s'est dit qu'il y avait deux individus impliqués. Ils semblaient agir ensemble.
Zoom in. On ne voyait personne, on ne voyait pas ce qu'il faisait. Okay, let it play. Puis, l'un des véhicules s'en va. Freeze it there. C'est la même camionnette qui est passée quelques minutes plus tôt. Elle semblait avoir fait demi-tour plus loin, être revenue et s'être arrêtée à côté de la voiture. La camionnette foncée est repartie dans la direction d'où elle était arrivée. La voiture est restée là un moment. Play it again. Zoom in. Quand la berline foncée a amorcé son virage dans la direction d'où elle venait, j'ai vu un reflet sur la portière. See if it's there when the pickup leaves. Les enquêteurs comparent les images du départ des deux véhicules. Nothing. Ils se concentrent de nouveau sur la berline. On a dû le visionner plusieurs fois parce que ce n'était pas net. On voyait le reflet d'une lumière vacillante sur la route. L'éclairage était très faible dans ce secteur, mais il était évident que c'était des flammes qu'on voyait. Ça nous a confirmé, en fait, que le corps brûlait. C'était horrible et troublant. Et c'est pire quand on comprend en le visionnant que ça arrive à un être humain. Les images prouvent que le corps a été incendié par le suspect dans la berline. On n'a pas vu de plaque d'immatriculation, mais au moins on avait un point de départ, une fenêtre de temps. On savait qu'on cherchait une camionnette et une petite berline. C'était mieux que 3 heures plus tôt. J'ai envoyé un avis de recherche à tous les corps de police pour savoir si quelqu'un avait de l'information sur un de ces véhicules. Pendant ce temps, des policiers cherchent d'autres caméras qui auraient pu filmer les véhicules. Il y avait une intersection assez achalandée tout près. On y trouvait un dépanneur, une église sur un coin et une boutique de bateaux et d'accessoires sur l'autre. Au-dessus de la porte de la boutique, une caméra pointe vers l'intersection. J'espérais qu'on aurait une image nette afin de pouvoir identifier les véhicules. Can you play from around 1:20 a.m. last night? On voit la route menant à la scène de crime dans le coin supérieur gauche de l'écran. Oh, pause it there. Can you play that back again for me, please? Okay, let's keep playing. La camionnette foncée est passée. Peu après, on a aussi vu la berline.
Ils ont tourné sur la route où on a trouvé la victime. À cause de la distance, de l'éclairage et de la pixelisation de l'image, on n'a pas pu déchiffrer les plaques d'immatriculation pour identifier les véhicules. Les enquêteurs poursuivent le visionnement pendant 10 minutes afin de voir si les véhicules reviennent. On a vu la berline réapparaître à l'intersection. La camionnette ne réapparaît pas. On croit qu'après que le corps a été jeté, la camionnette et la voiture sont allées chacune de leur côté. Elles n'étaient plus ensemble. Le médecin légiste a relevé environ 35 plaies par arme blanche à la tête et au cou. Il a noté un traumatisme contondant, ce qui signifie qu'elle avait reçu un violent coup à la tête. Il a également déterminé que la mort avait probablement été causée par strangulation. Il semblait y avoir eu une bataille, une lutte importante, avant que la victime soit tuée. Dans le cadre de l'autopsie, on a relevé les empreintes digitales pour tenter de l'identifier. Le médecin légiste a également pris une photo du visage et a tenté de l'identifier grâce à un logiciel de reconnaissance faciale. Les deux méthodes échouent et les enquêteurs ignorent toujours l'identité de la victime. Yeah, speaking. Le service de police d'Auburn a trouvé un véhicule abandonné. Entre l'endroit où le corps de la victime avait été jeté et l'endroit où ils avaient trouvé la voiture, on comptait environ 3 ou 4 kilomètres. Ils ont vérifié la plaque d'immatriculation et découvert le nom de la propriétaire. Linda Sweezer, 64 ans. J'ai comparé la photo du permis à notre victime. That's definitely her. Après avoir identifié Linda Sweezer, On a pu parler à ses amis. Pourquoi est-ce que quelqu'un lui avait fait ça? Pourquoi? Ça n'avait aucun sens. Originaire du Michigan, Linda déménage dans l'État de Washington à la fin des années 1970 et s'établit finalement dans la ville de Kent. Elle contribuait pas comme travailleuse sociale, mais comme bénévole. Linda était attentionnée. Sa mort a été un coup dur pour notre organisation. Linda était organisatrice communautaire. Elle participait à des collectes d'aliments pour les gens dans le besoin et à des événements célébrant la culture noire. Pour Linda, l'organisation communautaire était un instinct. Elle ne se posait pas de questions. Elle était comme ça. This is Gwen and my friend Linda here. We're talking about planning a Juneteenth celebration right here in the city of Kent. Linda, tell us how you feel about that. I feel that's terrific, and it's something that's going to bring natural awareness to our people and also to the people in our community who would like to know some things about us that, in their eyes, is a mystery, but all it is history. Love it, love it. Linda Sweezer s'était dévouée. Elle s'était sacrifiée toute sa vie pour sa famille. Elle n'avait pas de dossier criminel. C'était une citoyenne respectueuse de la loi. See you there. Okay. Bye. Maintenant qu'on avait identifié Linda Sweezer, on avait son adresse. J'ai reçu un appel des services sociaux. Ils m'ont dit que Linda avait probablement la garde de sa petite fille. Mon cœur s'est serré. J'espérais qu'on n'allait pas retrouver un bébé dans la maison. Mais si c'était le cas, j'espérais qu'il serait vivant.
Au rez-de-chaussée, on voyait tout de suite qu'il y avait eu une bagarre. Il y avait une poussette renversée. On voyait des éclaboussures de sang sur la moquette et sur le plancher de la cuisine. On était presque certain que le meurtre s'était produit dans sa maison. C'était une maison à paliers. Il y avait donc plusieurs étages à fouiller. J'ai regardé dans la chambre de gauche et mon lieutenant dans celle de droite. Come quick, you need to see this. Oh my God. Mon cœur s'est arrêté. Hi, 29. We have probably a 4-month, 5-month-old infant that's on the bed, still alive, but very, very lethargic. We need aid priority. Got it. We got him. I'm going. All right, thank you. Trouver le bébé vivant, c'était une lueur d'espoir dans cette histoire. On était presque certain que Linda avait été tuée chez elle. On ignorait pourquoi le bébé avait été laissé à l'étage, sans surveillance. J'ai d'abord pensé que les suspects ignoraient que le bébé était là-haut, dans une pièce fermée. On croyait que Linda avait fait tout en son pouvoir pour protéger ce bébé. So we'll see you in 2 weeks, okay? Oh, I better take this. La sœur de Linda, Versie, est infirmière et vit au Michigan. J'étais au travail quand j'ai appris la nouvelle. Ma cousine Bella m'a dit « Versie, oh mon Dieu, je suis tellement désolée. » Elle m'a dit « Tu ne sais pas? Savoir quoi? » Elle ne m'a pas répondu. Elle m'a dit « Je vais t'envoyer un lien et je veux que tu le regardes. » Elle m'a envoyé le lien. J'ai cliqué et j'ai poussé un cri horrible. Tout le monde est arrivé en courant, en me demandant si j'allais bien. J'ai dit que ma sœur avait été tuée. Le 6 octobre, Linda m'avait envoyé une photo d'elle et du bébé ensemble. Elle avait écrit « On se voit à la prochaine réunion familiale ». Elle a été tuée presque 2 semaines après cette date. Chez Linda, les enquêteurs cherchent des indices qui pourraient révéler l'identité des tueurs. On voyait que des coins du bureau semblaient avoir été fouillés. C'était peut-être un cambriolage. On n'était pas certain. On n'a rien trouvé de louche qui pouvait nous mener à un suspect. Les enquêteurs tournent leur attention vers la voiture abandonnée de Linda. On cherchait toutes les preuves pouvant nous dévoiler ce qui était arrivé ou qui étaient nos suspects. On a relevé les empreintes digitales et des échantillons d'ADN pour déterminer qui s'était trouvé dans le véhicule de Linda. On cherchait sur les surfaces souvent touchées, comme le volant, le levier de vitesse ou le rétroviseur. Lors de l'examen du véhicule de Linda, on a ouvert le coffre. On a vu de grandes quantités de sang sur le tapis. Sa voiture avait sûrement été prise à son domicile avec elle à l'intérieur du coffre. Et quelqu'un l'avait conduite jusqu'à l'endroit où elle a été jetée du véhicule et enflammée. On voulait savoir qui conduisait cette voiture. Il y avait au moins 1 et peut-être 2 individus dangereux qui étaient en liberté. On ignorait qui ils étaient. Yep. Speaking. Thanks. We'll want to follow this one up. On nous a appris qu'une femme de la ville d'Auburn, Dixie Reynolds, avait été cambriolée et qu'on avait volé son véhicule. Cette maison était très près de l'endroit où le véhicule de Linda Sweezer avait été abandonné.
Si notre suspect voulait fuir le secteur, c'était logique qu'il vole un véhicule. La victime accepte qu'on filme sa déclaration. So I woke up this morning at 5 o'clock to hearing my garage door open, and no one, it's just me and my daughter in my home, and I called for her. She was still sleeping, and I saw her light was off. So I got out my bed, and then I heard something shuffling in my living room, and my car keys were grabbed. As soon as I came down, they had gotten into the car, was pulling out and out of the driveway. C'était possible que le vol et le meurtre ne soient pas reliés, mais il fallait envisager toutes les possibilités. On m'a dit que son voisin immédiat avait une caméra de vidéosurveillance. On est allé voir le voisin et on a obtenu les images. C'était probablement notre preuve la plus solide. L'existence de la caméra de vidéosurveillance m'a donné espoir. Les enquêteurs positionnent les images à l'heure où Dixie Reynolds affirme que son véhicule a été volé. Vers 4h34, un individu est apparu dans l'image, sur le trottoir. Il portait un gilet réfléchissant. L'homme semble être afro-américain. Il porte une casquette et a les cheveux mi-longs. Il faisait les 100 pas sur le trottoir, comme s'il attendait quelqu'un. J'ai trouvé ça étrange que le sujet porte un gilet réfléchissant. Il y avait plusieurs chantiers de construction dans le secteur. Je me disais qu'il voulait peut-être donner l'impression qu'il avait une raison d'être là. L'homme a fait les 100 pas pendant environ 20 minutes. Puis il est sorti du champ de la caméra vers la maison de Dixie Reynolds. L'enquêteur passe à la caméra qui couvre une partie de l'entrée de chez Dixie. On a vu la voiture de Dixie sortir de l'entrée et s'arrêter. L'homme est sorti de la voiture. Il a apparemment fermé la porte du garage. Il est retourné dans la voiture et il est parti. Je n'étais toujours pas certain que c'était le meurtrier de Linda Sweezer. Mais c'était terriblement suspect que la voiture ait été volée si près de l'endroit où on avait laissé celle de Linda. À l'hôpital, la petite fille de Linda montre des signes encourageants. C'est une survivante. Ce bébé est un miracle. Linda avait entamé des procédures d'adoption. Ça devait se conclure une semaine avant sa mort. Linda n'est pas morte en vain, parce que je sais qu'elle s'est battue bec et ongles avec ce meurtrier pour protéger le bébé. Ce bébé est un miracle, et s'il est vivant, c'est grâce à Linda. Les policiers ont trouvé des images de vidéosurveillance dans la rue où la voiture de Linda a été abandonnée. On était heureux d'apprendre que la caméra d'une résidence pointait dans la direction où on avait laissé la voiture de Linda.
On espérait vraiment avoir une bonne image du suspect et pouvoir l'associer au véhicule, qu'il soit au volant ou autour. La caméra est actionnée par le mouvement. Les enquêteurs trouvent rapidement l'enregistrement fait le 24 octobre à 1h50. L'heure était particulièrement importante. C'était moins de 15 minutes après les images montrant l'endroit où le corps de Linda brûlait. Okay, hit play. On a vu le suspect s'approcher de la caméra de la maison. Il semblait regarder à l'intérieur. Play that again. Il semblait avoir vu la caméra. Il s'est retourné, s'est éloigné et est reparti vers la voiture de Linda. On était tous très heureux, parce qu'il s'agissait des premières images où on pouvait voir le visage de l'homme, son corps et ses vêtements. Let's pull up the camera from the other house. Il compare le suspect à l'homme filmé par la caméra du voisin de Dixie. That's him. C'était le même homme sur les deux images, mais il avait changé d'apparence. Il avait enfilé un gilet réfléchissant pour voler la voiture de Dixie. C'était probablement notre preuve la plus solide. En plus de montrer le suspect, elle permettait de l'associer à la voiture de Linda. Tout devenait plus clair. Les enquêteurs sont convaincus de voir l'un des meurtriers de Linda. Ils doivent maintenant le trouver. Les policiers continuaient à se promener et à parler à des témoins. Ils ont rencontré un jeune homme qui disait peut-être avoir de l'information sur la voiture de Linda. Could you tell us what happened in the early hours of October 24th? I was driving home from my girlfriend's house, and then I saw this guy. Hey, you all right? Thin, hair tied to the back of his head. Le suspect s'est approché de lui. Il a vu la voiture. Le suspect lui avait demandé s'il pouvait le conduire hors du quartier. Il a refusé. Il a dit Le suspect a sorti des bidons d'essence vides et les lui a donnés. Le témoin s'est rendu seul à une station-service, les a remplis d'essence et les a ramenés au suspect. Ce dernier a ensuite mis l'essence dans la voiture. Il a essayé de démarrer. La voiture ne voulait pas démarrer et le suspect a demandé au témoin s'il pouvait prendre son téléphone pour faire des appels. C'est ce qu'il a fait. Il a appelé 2 numéros. Il laissait une trace. C'était comme de laisser des miettes. We have a look at your phone, please. Yeah. En entrant les numéros de téléphone dans la base de données de la police, on a obtenu 2 noms. L'un était Laura Soloy et l'autre Jason Jordan. Laura est la mère de Jason. En cherchant des informations sur Laura Soloy dans la base de données, on a découvert qu'elle avait également un fils de 25 ans, Lance Rougeau. En vérifiant ses antécédents, on découvre que Rougeau est un ancien détenu qui a fait une série de vols.
J'ai comparé sa photo avec les images de vidéosurveillance. Il était évident que c'était la même personne. On voulait maintenant trouver Lance et l'arrêter. On savait que c'était un dangereux individu. Il fallait le trouver dès que possible. J'avais maintenant le nom de l'homme qui avait tué Linda Sweezer. On a appris que la mère de Lance vivait à Kent, à moins de 2 kilomètres du domicile de Linda Sweezer. Quand les policiers sont arrivés, ils ont trouvé le suspect sur le balcon de sa mère. Lors de la fouille, on a trouvé un sac à dos appartenant à la fille de Dixie Reynolds. En regardant dans le sac, on a trouvé 2 trousseaux de clés. Un pour la voiture de Linda Sweezer et l'autre pour celle de Dixie Reynolds. On détenait Lance Rougeau et on voulait des réponses. So we got this 63-year-old grandma who's dead. Family that cares about her. You're involved and you don't want to talk about it. Is that yes or no? What? Am I involved? Am I not being direct enough for you? Yeah. Il était méprisant, il était léthargique et n'était pas concentré. Maybe you're not even the main character in this. Maybe you just helped out and you got stuck on it and now you don't know how to get out of it. Just no, just shake your head no. Il a nié être impliqué dans la mort de Linda Sweezer. À ce stade, j'avais l'impression que Lance n'avait pas agi seul, que quelqu'un d'autre était impliqué, que ce soit chez Linda ou pour se débarrasser du corps. Because if you didn't have anything to do with it, I want to know that, and I want to be able to help you. But if you did, even if you had a little bit to do with it, we got to figure out what that was. Lance a décidé de ne pas nous parler. C'était frustrant. On voulait savoir ce qui était arrivé. Un mois après le violent meurtre de Linda, on reçoit les résultats de l'expertise judiciaire. On a trouvé l'ADN de Lance Rougeau dans la voiture de Linda. Ça suffit pour l'accuser. En plus de l'ADN de Lance Rougeau, il y avait l'ADN d'une autre femme. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture avec lui? On a passé l'ADN dans la base de données. Les enquêteurs obtiennent une correspondance. L'ADN est celui de Sharia Dooling Rodden. On l'a trouvé et on l'a interrogé. Sharia nous a dit qu'elle était au casino et qu'elle avait rencontré Lance Rougeau. Elle est montée dans la voiture. Elle ignorait que le corps de Linda Sweezer était dans le coffre. Elle nous a dit que l'ambiance était étrange avec Lance. You could tell that his motives weren't good. Okay. You could tell that he had been through something, and I kept telling him, "You can talk to me, like what's wrong, like what's on your mind, But he just couldn't say it. En chemin, elle a appelé un ami pour qu'il vienne la chercher. I called Kyle, and I told Kyle to meet me up the street from his house because there's a dead end right there, and it's dark. Son ami a accepté de venir la chercher. Il s'est rendu dans le secteur où Linda Sweezer a été trouvée. So when we got there, I just jumped out. My makeup fell everywhere. I grabbed what I could, jumped in the car. C'était la camionnette qu'on voyait sur la première vidéo, qui dépassait l'intersection, revenait et s'arrêtait devant la berline. C'est là que Sharia est sortie de la voiture. Elle est montée dans la camionnette et ils sont partis. C'est à ce moment qu'on met le feu au corps de Linda, ce qui explique pourquoi le reflet des flammes n'apparaît que sur la berline noire. All right, thank you very much. On a compris pendant l'enquête qu'elle était une participante involontaire. Les enquêteurs confirment l'histoire de Sharia et elle n'est pas accusée. La mère et le frère de Lance Rougeau sont aussi blanchis de toute participation. La police sait maintenant que Rougeau est le seul responsable de ce meurtre.
En février 2020, Lance Rougeau subit son procès. Le procureur explique ce qui s'est passé ce soir-là. Linda Sweezer vivait dans sa maison avec sa petite fille. Et ce soir-là, sa maison a été cambriolée. Voleur prolifique, Rougeau a besoin d'argent. Il choisit de cambrioler la maison de Linda. Elle a interrompu le vol. Elle s'est battue pour elle-même et aussi pour sa petite fille. Elle a été violemment tuée chez elle. Il a mis son corps dans sa voiture, il l'a transporté, peut-être pendant plusieurs heures et même un jour ou deux. Il a sorti son corps du coffre et il a mis le feu. Il ne pouvait plus utiliser la voiture de Linda Sweezer. Il devait quitter le quartier. Il a trouvé la maison de Dixie Reynolds. Il a cambriolé la maison et pris la voiture. Lance Rougeau a été accusé de meurtre au premier degré, de cambriolage et de vol de voiture. Rougeau écope de 45 ans de prison. La perte de Linda est grande pour notre famille, mais aussi pour toute la ville de Flint. Toute la famille est encore en deuil. On a renommé le festival Juneteenth en l'honneur de Linda. Maintenant, ce sera le festival Juneteenth en mémoire de Linda Sweezer. Elle nous avait dit à ma femme et à moi qu'on était comme de la famille pour elle. Elle m'appelait souvent son grand frère. C'est pour ça que j'étais si frustré de ne pas avoir su la protéger.